purement fiscale, c'est rarement une très très bonne idée. Deuxième question, c'est qu'on va se poser, ou deuxième objectif, c'est d'avoir conscience des contraintes, parce qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes quand on part à l'étranger. Donc, il faut avoir notamment, vous avez, si vous voulez sécuriser votre résidence fiscale à l'étranger, vous allez devoir passer un certain temps relativement limité côté français. Donc, ce départ va imposer des contraintes. Et en même temps, il faut savoir aussi ce que vous allez gagner, notamment en termes de fiscalité. Et là, les avantages ou les inconvénients ne vont pas forcément être les mêmes selon les impôts. Et pour rappel, les personnes physiques sont concernées par 3 grandes familles d'impôts: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur les donations et successions. Et une délocalisation dans un pays peut être avantageuse au regard d'un de ces impôts, mais pas forcément au regard d'un autre. Donc, tout ça pour dire l'importance de bien s'organiser, de se poser les bonnes questions avant de partir, de savoir ce qu'on va pouvoir y gagner, éventuellement de ce qu'on va pouvoir y perdre, et surtout de faire tout ça dans un cadre, je dirais, juridique, fiscal, sécurisé, pour éviter de se mettre en faute et de risquer un redressement. Alors, première grande thématique, la résidence fiscale des expatriés. Est-ce que vous pouvez juste nous envoyer un petit message dans le chat pour nous dire si vous avez le message introductif et si vous entendez bien quand on vous parle sur le webinaire? C'était juste pour avoir une confirmation. Je ne suis pas certaine. OK, tout est OK. Eh bien, c'est parfait. Je ne te coupe plus, Julien. C'est parti. Pas de souci. Alors, donc, première chose qu'il faut faire quand on se pose la question sur un départ, c'est d'analyser en fait la résidence fiscale. Parce que la résidence fiscale, c'est vraiment la première question qu'il faut se poser dans une situation de fiscalité internationale, puisque c'est la résidence, globalement, qui va déterminer vos obligations fiscales et qui ensuite va pouvoir déterminer aussi les règles de répartition, d'imposer les revenus entre les États. Donc, c'est pour ça qu'on a rappelé les grands principes de fiscalité internationale. Donc, par principe, un contribuable est tenu à une obligation fiscale illimitée dans son état de résidence. Vous l'êtes donc imposé sur ses revenus mondiaux. Et inversement, il est tenu à une obligation fiscale limitée dans les autres États. Ce qui veut dire, c'est quand vous êtes résident fiscal français, vous êtes tenu de déclarer à la France l'ensemble de vos revenus. Que ces revenus soient de source française, ça paraît assez logique, mais aussi si vous avez des revenus qui sont de source de résident fiscal français, vous avez un bien immobilier à l'étranger, vous touchez les revenus locatifs de ce bien immobilier, vous aurez sans doute une obligation de les déclarer sur place, mais vous aurez aussi cette obligation de les déclarer dans votre état de résidence. Voilà, donc d'où l'intérêt de bien déterminer votre état de résidence, puisque c'est là où vous aurez l'obligation de déclarer l'ensemble de vos revenus. Et puis, vous aurez aussi éventuellement une obligation dans l'état de la source du revenu. Donc, je reprends mon exemple, vous avez un bien immobilier à l'étranger, vous serez vraisemblablement tenu de déclarer aussi ces revenus dans l'état étranger. Donc, ça pose la question de cette appréciation et de l'étendue de vos obligations fiscales. Autre précision importante, la résidence fiscale s'apprécie individuellement au niveau de chaque contribuable. Vous savez qu'en France, pour les couples mariés, il y a cette obligation de déclarer ses revenus au niveau du foyer. Donc, on fait masse des revenus des deux époux et éventuellement de leurs enfants ou des personnes qui sont rattachées à leur foyer. Mais pour autant, on apprécie la résidence fiscale distinctement et de manière autonome pour chacun des membres du couple ou du foyer. Ce qui fait que dans la plupart des cas, les deux membres du couple vont avoir la même résidence, puisque la résidence, on le verra plus en détail juste après, repose essentiellement sur des critères personnels. Donc, il est assez fréquent que les deux membres du couple aient la même résidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains cas d'école, notamment une certaine convention en fonction des critères, où on peut avoir ce qu'on appelle des couples mixtes, c'est-à-dire des couples qui n'auront pas la même résidence fiscale et donc qui n'auront pas les mêmes obligations. Les critères qui sont prévus en droit français, parce qu'il faut toujours regarder la résidence d'après les critères de droit interne des États, et éventuellement, si on a un conflit, c'est ce qu'on verra après, on se réfère aux conventions fiscales applicables. Donc, en droit français, c'est l'article 4B qui fixe ces critères-là. Elles sont considérées donc comme résidents fiscaux français les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle non accessoire et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Alors, déjà, ce qui est important, c'est qu'il suffit de remplir un seul de ces critères pour être considéré
comme résident fiscal français au sens de l'article 4B. Vous voyez, c'est des critères en plus qui sont assez larges. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'essayer d'attraper dans le filet un maximum de personnes. Le foyer, c'est là où vous vivez habituellement avec votre famille, conjoint, enfant. Le lieu de séjour principal, c'est là où vous passez le plus de temps dans l'année. Donc, si vous passez plus de temps en France, vous aurez votre lieu de séjour principal en France. Ensuite, c'est l'exercice d'une activité professionnelle. Donc, vous êtes résident de l'État où vous exercez votre activité professionnelle. Et après, il y a le centre des intérêts économiques. Donc là, c'est un mélange entre les revenus et le patrimoine. Donc, on voit que ce filet-là, il a vocation à attirer un maximum de monde. Donc, il ne faut pas grand-chose pour être considéré, au moins au sens du droit interne, comme résident fiscal français. Et je précise que ces critères-là, donc ces critères de l'article 4B, valent pour tous les impôts. Donc, pour l'impôt sur le revenu, pour l'impôt sur la fortune et pour tout ce qui est droit de donation et de succession. Donc, comme on vient de chaque État étant libre de fixer ses propres règles de détermination de la résidence fiscale, il est possible donc qu'un contribuable se retrouve résident de plusieurs États. Si on imagine que chaque pays a son propre 4B, si vous passez l'essentiel de votre temps en France, vous serez résident fiscal français au sens du droit français, mais vous pourriez dans le même temps exercer une activité professionnelle ou avoir l'essentiel de votre patrimoine dans un autre pays. Et donc, il se peut que cet autre pays vous considère dans le même temps, finalement, aussi résident fiscal de ce pays. Et c'est à ce moment-là que les conventions fiscales bilatérales vont entrer en jeu, puisqu'elles vont avoir pour objet de trancher cette question de la résidence. Vous ne pouvez pas être résident de deux pays en même temps, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est là où vous allez devoir déclarer vos revenus mondiaux. Donc, si vous avez plusieurs résidences, il y aurait un nombre incalculable de double imposition. D'où l'intérêt de ces conventions qui sont négociées entre les pays. La France a négocié plus de 150, 180 conventions avec des États. Et ces conventions fixent du coup des critères qui vont trancher cette question de résidence. Et là, donc à la différence du droit interne où il vous suffisait de cocher un seul des 4 critères pour être considéré comme résident, là on va prendre des critères successifs et on va les prendre les uns après les autres jusqu'à ce qu'on arrive à trancher définitivement la question de votre résidence. Alors, il y a un modèle de convention OCDE dont les États se sont inspirés, mais certaines conventions, évidemment, varient, donc il faut faire attention en fonction des situations. Mais de manière générale, c'est les critères qu'on vous a indiqués, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent. Donc, le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. C'est-à-dire que vous serez considéré comme résident dans l'État où vous disposez d'une habitation. Donc, si vous n'avez qu'une habitation dans un des deux pays, eh ben, vous serez considéré comme résident uniquement de ce pays. Là, par exemple, une convention entre, je ne sais pas, vous envisagez de partir en Belgique, si la convention entre la France et la Belgique est calée sur le modèle OCDE, si vous ne voulez plus être considéré comme résident fiscal français, il vous suffit de ne plus avoir de foyer d'habitation permanent en France et d'en avoir un en Belgique. Si jamais vous continuez d'avoir un foyer dans chaque pays, ce premier critère ne sera pas décisif pour trancher la question de la résidence et il faudra alors passer au second critère. Le second critère, c'est le centre des intérêts vitaux. Là, c'est un critère qui est un peu hybride puisque c'est à la fois les intérêts personnels, où est-ce que vit votre famille, où est-ce que vous avez vos amis, votre vie sociale, et à la fois des intérêts économiques, c'est où est-ce que vous avez vos avoirs, votre patrimoine et éventuellement vos revenus. Donc là, c'est une espèce de balance un peu qu'il faut faire entre les différents États pour essayer de trancher. Et on prend les critères comme ça, les uns après les autres. Si celui du centre des intérêts vitaux n'est pas décisif, on passe au lieu de séjour habituel et ainsi de suite, la nationalité. Donc, c'est une étude qu'il faut faire vraiment au cas par cas. Et on voit bien que si vous voulez prouver que vous transférez votre résidence fiscale à l'étranger, il faut regarder la convention applicable, s'il y en a une, et faire en sorte qu'en application des différents critères de cette convention, vous n'êtes plus résident de France, mais vous êtes considéré comme résident du nouvel État. Voilà, donc en conclusion, c'est une étude au cas par cas qui va dépendre aussi non seulement de votre situation, mais des spécificités qu'on peut avoir d'une convention à une autre, parce que toutes les conventions ne prévoient pas tout à fait les mêmes critères. On vous a mis aussi une petite règle, la règle des 183 jours, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les dîners en ville, mais c'est une légende urbaine. On voit bien que le simple fait de ne plus passer 183 jours par an en France, ça ne va pas suffire à faire en sorte que vous ne soyez pas considéré comme résident fiscal français. Donc, il ne faut pas du tout s'arrêter à ce critère-là et vraiment prendre le temps de regarder les critères conventionnels.
Et dernière petite précision qui a son importance, c'est le droit de reprise de l'administration fiscale qui est de 10 ans lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation. C'est-à-dire que si vous prétendez être résident, pour prendre l'exemple de la Belgique, alors qu'en réalité vous êtes résident de France, l'administration fiscale française peut remonter 10 ans en arrière. Donc, si elle arrive à démontrer que vous étiez résident français et non pas belge, elle peut remonter 10 ans en arrière et donc vous rehausser sur vos impositions des 10 dernières années. Alors, admettons que vous ayez rempli les critères et que vous êtes bien considéré comme résident d'un autre pays, vous n'êtes plus résident fiscal français, vous conservez quand même certaines obligations en France. Là encore, c'est sous réserve des spécificités qu'on peut trouver d'une convention à une autre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, vous restez imposable en France sur les biens qui sont situés en France et sur les revenus qui trouvent leur source en France. Là, on vous a mis quelques exemples. Si vous avez des revenus d'immeubles situés en France, des revenus fonciers, et ben vous continuerez d'être taxé en France sur ces revenus fonciers. Pareil, si vous vendez un jour un bien immobilier français, c'est taxable en France. Les revenus d'activité professionnelle aussi, dans la plupart des conventions, sont taxés dans l'État où cette activité est exercée. Même si vous vivez à l'étranger, si vous gardez une activité en France, ça sera taxable en France. Pension de retraite, alors là, c'est plus variable d'une convention à l'autre, mais le principe, sauf exception, c'est donc que les pensions de retraite de source française restent taxables en France. Donc, si vous partez en tant que retraité en pensant échapper à l'imposition en France, il faut quand même bien vérifier ce que vous dit la convention parce que ce n'est pas gagné d'avance. Et même chose sur les revenus financiers, type dividendes. Voilà, vous touchez des dividendes de l'action totale que vous avez dans votre portefeuille, vous restez encore imposable, au moins en partie, sur ces revenus en France. Bon, on a fait le tour, je pense, pour l'impôt sur le revenu. On voulait faire aussi un petit focus sur l'impôt sur la fortune. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a peu de conventions fiscales qui visent l'impôt sur la fortune. C'est difficile de parvenir à être considéré comme non-résident pour les besoins de l'impôt sur la fortune, puisque, à défaut d'être protégé par une convention, en fait, on retombe dans les critères de droit français, donc de 4B. Et si vous remplissez l'un des critères de 4B, vous restez imposable de plein droit sur l'impôt sur la fortune. Mais quand bien même vous seriez non-résident pour les besoins de l'IFI, par exemple parce que vous êtes protégé par une convention, eh bien, il y a quand même un certain nombre de biens, tous les biens qui sont situés en France, pour faire simple, qui vont rester taxables à l'IFI en France. Donc, c'est les biens immobiliers, les droits immobiliers, si vous avez des droits de des droits d'usage, et les parts, enfin, la quote-part de la valeur des sociétés qui représentent des immeubles détenus en France. Que ce soit sociétés françaises étrangères qui détiennent des biens en France, là, vous restez redevable de l'IFI. Est-ce que, Julien, tu peux nous donner le seuil pour que les gens aient une idée, pour savoir à partir de quel seuil ils peuvent être soumis à l'IFI en France? Alors, le seuil de l'IFI, c'est 1 300 000 €. Il faut avoir un patrimoine immobilier français. Donc, je reprends le cas d'une personne qui serait résidente de l'étranger. Si elle conserve un patrimoine immobilier en France supérieur à 1,3 million, et là, elle reste redevable de l'IFI. Alors, et je précise juste parce que mes clients se posent parfois la question, c'est la valeur nette. C'est-à-dire que si vous avez un bien immobilier qui est valorisé par exemple à 1,4 million, mais qu'en revanche dessus vous avez un emprunt de 800 000, on prend en compte la valeur nette pour l'assiette de l'IFI. Exactement, on prend en compte la valeur nette, sachant qu'il y a quand même des règles, certaines dettes, comme les comptes courants, par principe, ne sont pas prises en compte. C'est net des crédits bancaires, mais net des comptes courants, c'est une analyse au cas par cas, parce que seulement certains comptes courants. Là aussi, c'est une analyse qu'il faut faire au cas par cas en fonction des clients. Donc, il faut bien intégrer la valeur du marché, évidemment. Il faut avoir une bonne connaissance des règles aussi sur certains abattements d'exonération qui peuvent s'appliquer. Et sur les prêts, comme le disait Céline, les dettes, il faut regarder sur les prêts. Et le droit de reprise de l'administration est de 6 ans, donc là aussi, relativement. On enchaîne avec les droits de donation et de succession. Pour les personnes qui, là aussi, seraient bien domiciliées hors de France, restent encore imposables en France dans une certaine mesure. Donc là, on part du principe que le donateur ou le défunt, selon le cas, a bien transféré sa résidence fiscale à l'étranger. Il peut encore être soumis au droit de donation en France si le bénéficiaire est domicilié en France au jour de la transmission et il a été pendant au moins 6 mois au cours des 10 dernières années. Dans ce cas-là, si ce bénéficiaire est bien résident de France, tout ce qu'il va recevoir
de vous sera imposable en France. Et si à la fois le donateur et le donataire sont non résidents, tous à l'étranger, les droits de donation vont continuer à s'appliquer uniquement sur les biens français. Donc là encore, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que vous partez à l'étranger que vous vous débarrassez définitivement de la France. Oui, donc ce n'est pas parce que vous partez que vous vous débarrassez complètement des droits de donation de succession. Voilà, là on vous a mis un petit exemple, un non-résident qui donne un bien situé à l'étranger mais à son fils qui est resté en France, là ça restera taxable en France. Même chose, vous avez un père et sa fille qui vivent en Belgique. Si la donation porte sur un immeuble situé en France, il y aura bien une imposition en France. Alors, dernière partie, voilà, si j'y arrive, ce sont les obligations déclaratives. Donc, vous êtes parti ou vous êtes sur le point de partir et la question se pose, donc, quelles sont encore vos obligations déclaratives vis-à-vis de la France? Alors, il y a, premier point, ça qui n'existe plus, c'est le quitus fiscal. À une certaine époque, au moment où vous partiez, vous étiez obligé de faire une déclaration d'impôt immédiatement et surtout d'acquitter immédiatement vos éventuelles dettes fiscales. Ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais vous avez quand même une double obligation. C'est-à-dire que l'année qui va suivre votre départ, vous devrez encore déposer une déclaration au titre de l'année du départ. Je prends un exemple, vous partez, je ne sais pas, par exemple, le 30 novembre 2025, vous partez, vous quittez la France. En 2026, vous devrez encore faire une déclaration en tant que résident pour la période qui a couru entre le 1er janvier et le 30 novembre. Le 1er janvier est la date de votre départ. Et pour la fin de l'année, donc 1er décembre jusqu'au 31 décembre, là, vous êtes non-résident et vous n'avez plus que vos éventuels revenus de source française à déclarer en France. Donc, c'est quand même une étape à ne pas louper puisque c'est dans cette déclaration notamment que vous allez informer le fisc de votre départ. Et pour respecter le timing, je vais aller assez vite sur l'exit tax. Vous pouvez être aussi soumis à une imposition sur vos plus-values latentes. Donc, quand vous partez de France, si vous avez des plus-values latentes, l'administration fiscale ne veut pas perdre ce droit d'imposer et donc peut éventuellement vous demander de constater l'impôt sur vos plus-values latentes. Alors, très rapidement, les personnes qui sont concernées, c'est soit les personnes qui ont des portefeuilles d'actions de plus de 800 000 €, là vous tombez dans le champ de l'exit tax, ou si vous détenez plus de 50% des parts d'une société. Vous avez une société holding qui tient, peu importe, des portefeuilles ou autre chose, même si vous êtes en dessous de 800 000 € de valeur, vous serez dans le champ de l'exit tax. Et globalement, l'exit tax, elle vous oblige à déclarer donc les plus-values latentes qui existent sur ces portefeuilles, sur ces actions. Et l'impôt va pouvoir être mis au frigidaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de payer l'impôt tout de suite, mais vous le paierez si vous êtes amené dans le futur à vendre vos actions. Il y a des mécanismes donc, de sursis de paiement qui existent, j'essaie d'aller assez vite. Des mécanismes de sursis automatiques si vous partez dans un pays de l'Union européenne. Donc, globalement, vous partez en Belgique, en Italie, le sursis va être automatique et vous n'aurez pas à fournir des garanties. En revanche, si vous partez dans un pays hors Union européenne et qui n'a pas conclu un certain nombre de conventions avec la France, par exemple, vous partez en Russie ou vous partez en Chine, là, vous pourrez obtenir le sursis de paiement, mais vous devrez fournir des garanties au fisc et surtout, vous aurez des obligations déclaratives un petit peu plus complexes. Donc là encore, très important de bien nous consulter, de consulter un conseil avant de partir pour être sûr d'être parfaitement en ligne sur vos obligations déclaratives. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais comme je vous l'ai mis sur le chat public, vous aurez un temps de questions-réponses à la fin de la présentation et vous pourrez également vous adresser vos questions par mail. Alors, concernant ma partie, le point de vue du droit de la famille, je me permets de vous demander, et vous pouvez nous répondre tout de suite sur le chat, les parties qui vous intéresseraient le plus concernant le droit de la famille. Est-ce qu'on reste vraiment sur une partie patrimoniale et sur le couple marié dans l'expatriation ou est-ce que vous voulez également suffisamment de précision sur tout ce qui concerne les enfants? Alors, à défaut de réponse de votre part, je vais faire tel que prévu dans ma présentation. Voilà, bah, écoutez, a priori, vous n'avez pas de demande particulière. Je vérifie. OK, bon, c'est à la fois les deux et à la fois pour certains la partie patrimoniale. C'est parti, je vais essayer d'être efficace. Donc, tout comme les questions fiscales,
le droit de la famille impose, avant de partir en expatriation, à la fois d'ailleurs pour des questions fiscales, mais à la fois pour des questions liées purement au droit de la famille, à faire un audit de votre situation familiale. C'est-à-dire que, est-ce que vous partez avec vos enfants? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous êtes en concubinage? Est-ce que vous prévoyez de vous marier? Est-ce que, si vous êtes déjà marié, vous avez déjà un contrat de mariage qui pourrait être applicable ou pas à l'étranger? Donc, la question, c'est de voir est-ce que l'on doit refaire ce contrat de mariage ou pas. Il faut également vous poser la question de savoir où vont vivre vos enfants, combien de temps éventuellement va durer cette expatriation, et donc de savoir, en fonction de tous ces éléments, quelles différentes règles peuvent éventuellement s'appliquer. Alors, la première question fondamentale sur la question patrimoniale de la famille, c'est vraiment celle du régime matrimonial des époux, puisqu'un régime matrimonial est lié au mariage. On n'a pas de régime matrimonial lorsqu'on est partenaire de PACS ou lorsqu'on est simplement concubin. Il y a deux options. Soit vous n'avez pas de contrat de mariage, et dans ces cas-là, si vous vous êtes marié en France et que vous allez fixer votre première résidence habituelle en France, c'est le régime légal de la communauté réduite aux acquets qui va s'appliquer. Soit vous avez fait le choix d'avoir déjà un contrat de mariage qui peut être un contrat de séparation de biens, un contrat de séparation de biens avec société d'acquets ou encore une participation aux acquets. Donc, il y a différents types de régimes matrimoniaux que vous pouvez choisir et qui peuvent également être adaptés à votre situation. Mais ce qu'il faut bien retenir et ce qui est très important sur la question du contrat de mariage, c'est que si vous n'avez pas conclu de contrat de mariage avant de partir, le fait de partir dans un autre pays qui a son propre droit interne sur le régime matrimonial peut vous réserver de très mauvaises surprises. Et il y a également cette notion de mutabilité automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous quittez la France et que vous habitez pendant plus de 10 ans dans un pays, vous vous soumettez automatiquement au régime matrimonial de ce pays. Donc, pour déterminer quel est votre régime matrimonial si vous n'avez pas conclu de contrat de mariage, on va d'abord regarder à quelle date vous vous êtes marié. Si vous vous êtes marié après 2019, en Europe, on a une uniformisation, c'est-à-dire que pour tous les pays membres de l'UE, si vous êtes marié après le 29 janvier 2019, votre régime va être celui de l'état de la première résidence des époux après la célébration du mariage. Je prends un cas pratique. Vous vous mariez en France, mais vous fixez immédiatement votre résidence après le mariage pendant 1 an et demi à Londres, eh bien, vous allez être soumis au régime anglais. Alors que si vous résidez pendant 5 ans en France, mais qu'après vous vous expatriez, eh bien, par ces 5 années passées en France, vous avez soumis votre régime matrimonial au régime légal français. En revanche, si vous êtes marié avant la date du 29 janvier 2019, eh bien, les règles varient. En France ou au Luxembourg, ça va être toujours l'état de la première résidence habituelle. En Italie, ça va être plutôt l'état où vous aurez passé le plus d'années de résidence pendant le mariage. En Allemagne, ça va être celui de la résidence commune actuelle des époux au moment où on va devoir liquider le régime matrimonial. Et en Belgique, ça va être l'état de la première résidence habituelle des époux après le mariage. Donc, ça dépend de chaque état. Je passe à la slide suivante. Donc, concernant les différents régimes matrimoniaux en France, brièvement, on a le régime légal dont je viens de vous parler de communauté de biens réduite aux acquets. En gros, la communauté de biens réduite aux acquets, c'est quoi? Tout ce qu'on a avant le mariage reste un patrimoine propre. Tout ce qu'on a pendant le mariage issu de donation, succession est un patrimoine propre. En revanche, tous les revenus que vous allez avoir pendant votre union vont tomber dans la communauté qu'on appelle des acquets. Vous avez également un régime très connu de séparation de biens qui aujourd'hui représente la très très grande majorité des contrats de mariage choisis par les époux. Il y a eu la semaine dernière le grand congrès annuel des notaires de France qui ont donné des chiffres. Pour vous donner une idée, en 1960, on était à 90% de communauté et aujourd'hui, pour les gens qui ont choisi un régime matrimonial, l'extrême majorité, c'est plutôt un régime de séparation de biens. Et ce qui est dommage parce qu'il y a un régime qui est beaucoup moins connu, mais qui est celui de la participation aux acquets, qui est extrêmement intéressant. Et je vous conseille très vivement de vous rapprocher de votre notaire pour prendre des informations si vous posez des questions sur le choix de votre régime matrimonial. Parce que la participation aux acquets, c'est un régime de séparation de biens pendant le mariage
Donc, les comptes sont très justes entre les époux et ça évite les conflits au moment de la liquidation. Et en même temps, au moment de la désunion, vous avez un système de communauté qui s'est créé corrélativement. Donc, c'est très intéressant, ce n'est pas assez connu. Et donc, je vous pousse vraiment à vous renseigner. C'est vraiment un régime sur mesure. Et puis, vous avez un régime de communauté universelle qui est aujourd'hui un peu désuet et qui, en fait, tout est commun. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de patrimoine propre, tout est rentré dans la communauté. Il faut bien voir que quand on a un régime de communauté universelle, c'est l'actif, mais c'est également le passif. Donc, ça peut être aussi assez dangereux pour les époux. Et donc, chaque État va avoir son propre régime matrimonial. Donc, je vous ai fait une petite liste. En Italie, c'est une communauté de biens. En Allemagne, c'est justement le régime dont je vous parlais de la participation aux acquêts. En Belgique, Espagne, Luxembourg, Portugal, c'est une communauté. Attention, l'Angleterre, qui est un pays de common law, ne connaît pas de régime matrimonial, puisque en fait, l'Angleterre a un système un petit peu particulier qui s'appelle de l'equitable distribution, c'est-à-dire en cas de séparation, le juge va partager le patrimoine en fonction des besoins des époux et va mélanger à la fois cette notion de régime matrimonial et à la fois la notion de prestation compensatoire sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Donc, pour vous récapituler, avant de partir, on établit un audit fiscal, comme vous l'a dit Julien, on établit un audit sur notre régime matrimonial et on fait aussi un bilan sur la nécessité ou pas de conclure un contrat de mariage, et quel contrat de mariage, et éventuellement, vous avez aussi la possibilité de faire évoluer ce contrat de mariage. Sachez qu'un contrat de mariage, pour être adapté toute la durée de l'union, peut être revu régulièrement, et notamment dans certains pays hors Union, par exemple à Singapour, les gens revoient tous les 5 ans leur régime matrimonial. Donc, c'est aussi assez intéressant d'avoir dans l'idée que ce n'est pas parce qu'on fige un matrimonial que derrière, on ne peut pas le faire évoluer en fonction de l'évolution de la famille. Concernant ensuite la question des obligations alimentaires entre époux. Alors, les obligations financières entre époux, c'est vraiment l'idée de la contribution aux charges du mariage et le fait que les époux ont une obligation mutuelle de subvenir aux besoins de la famille. Donc ça existe dans tous les pays européens et c'est un article évoqué lors de la célébration du mariage. Vous savez, les articles du Code civil que le maire lit et à ce moment-là, personne n'écoute évidemment les obligations auxquelles vous souscrivez hors contrat de mariage, mais c'est vraiment une notion de devoir de secours, de contribution aux charges du mariage. C'est-à-dire que le fait de se marier vous oblige à contribuer financièrement aux besoins de la famille, mais également si par exemple votre conjoint ne travaille plus, on est par exemple dans le cas de figure de monsieur qui part pour sa carrière parce qu'il a une opportunité dans un pays, madame arrête de travailler et s'occupe des enfants. Il y a vraiment l'idée que dans le mariage, il y a une protection puisque le conjoint qui ne travaille pas est d'une certaine façon entretenu par celui qui apporte les revenus. Dans le cadre, malheureusement, où vous vous retrouvez dans une procédure de divorce, il faut savoir que vous avez une loi spécifique qui va s'appliquer aux obligations alimentaires et qui est la plupart du temps dans les pays européens, celle de l'État de la résidence habituelle de l'époux créancier. C'est-à-dire que ne pensez pas que parce que vous êtes français et que vous partez vivre, je prends un exemple, en Belgique, les obligations alimentaires sont les mêmes. Ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, en Belgique, si vous avez une procédure de divorce et que vous êtes madame qui a moins de revenus que monsieur et que vous pensez que, comme en France, vous pouvez profiter d'une prestation compensatoire, eh bien, ce n'est absolument pas le cas puisque la Belgique ne reconnaît pas cette notion de prestation compensatoire. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant, avant de partir en expatriation dans un pays, que chacun connaisse un peu les lois qui pourraient s'appliquer si malheureusement vous deviez divorcer et que l'un des deux saisissait par exemple la juridiction belge, le juge belge aurait la faculté de pouvoir appliquer sa propre loi sur la question des obligations alimentaires entre époux. Je n'ai pas réussi à passer à l'autre slide. Sur la question du devoir de secours, pour que vous compreniez bien, il se fait en 2 phases. Vous avez évidemment cette obligation du devoir de secours pendant le mariage. Et ensuite, au moment du divorce, vous avez encore 2 étapes. Pendant la procédure de divorce, on a ce qu'on appelle la pension alimentaire, c'est-à-dire que vous allez éventuellement avoir une disparité entre les deux. Si par exemple,
on va inverser un peu les choses. Madame gagne 25 000 € par mois et monsieur 1 000 € par mois. Eh bien, pour compenser cette disparité et pour maintenir le train de vie pendant le mariage du conjoint le moins fortuné, eh bien, vous allez devoir verser à votre conjoint une pension alimentaire. À la fin de la procédure de divorce, étant donné que l'union prend fin, eh bien, évidemment, cette notion de devoir de secours attaché au mariage prend également fin. Et dans ces cas-là, c'est la prestation compensatoire qui va prendre le relais et qui va pouvoir prendre la forme d'un versement en une seule fois ou en plusieurs fois, soit d'une somme en capital, soit l'attribution d'un droit ou d'un patrimoine immobilier, par exemple, ou d'actions. La prestation compensatoire a vraiment diverses modalités. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un jour un webinaire sur la fiscalité de la prestation compensatoire qui est très importante et qui impacte énormément le choix de la prestation compensatoire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction des États, vous avez vraiment des grosses différences. Par exemple, la prestation compensatoire, je vous l'ai dit, elle n'existe pas en Belgique, mais elle n'existe pas non plus au Luxembourg. En Allemagne ou en Italie, elle est versée mensuellement pendant une certaine durée, alors qu'en France, le principe est le versement en capital. Bon, là-dessus, je mets un petit bémol, c'est que le principe, c'est le versement en capital, mais on peut aussi prévoir sous forme de capital échelonné ou un versement sous forme de rente. Mais là, le frottement fiscal va varier. Donc, il y a vraiment des règles particulières. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous mets en bas à droite du slide, c'est que pour éviter les incertitudes, il faut vraiment que les époux français fassent le choix pour figer la loi applicable à leurs obligations alimentaires, la loi française, afin d'avoir une sorte de sécurité juridique et d'éviter l'aléa judiciaire. Donc, sur la patrimoniale du couple, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et d'autres sujets sur lesquels on reviendra dans d'autres webinaires. Mais je vais passer maintenant au volet enfant, puisque très souvent, une famille qui part en expatriation emporte aussi dans ses valises ses enfants. Les éléments importants à retenir sur les enfants mineurs dans le cadre d'une expatriation, mais également quand on réside en France, c'est vraiment toute la question de l'autorité parentale et aussi la question des obligations financières. Et je ferai aussi un petit développement sur la question du déplacement illicite ou la rétention illicite d'enfants, c'est-à-dire que vous allez garder un enfant ou enlever un enfant contre l'accord de l'autre parent. On a eu beaucoup de cas cette année, donc je pensais intéressant de vous en parler aujourd'hui. D'abord, sur la notion d'autorité parentale, il faut retenir qu'en droit français, chaque parent, marié ou pas, séparé ou ensemble, a un exercice conjoint de l'autorité parentale, c'est-à-dire des droits égaux et des obligations équivalentes vis-à-vis de cet enfant. Dans la quasi-totalité, le tribunal qui sera compétent et la loi applicable pour toutes ces questions d'autorité parentale sera la loi de l'état de la résidence habituelle du mineur. Donc ça, c'est une notion essentielle. Alors, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'en réalité, en Europe, on n'a pas tellement de variations sur ces notions, c'est-à-dire que, hormis le fait qu'au niveau des normes européennes, on ne parle pas d'autorité parentale, mais plutôt de responsabilité parentale, malgré tout, on n'a pas d'énormes différences comme on pourrait avoir, par exemple, avec des pays du Maghreb, par exemple en Algérie, où c'est vraiment l'autorité parentale et appartient au père, ou dans d'autres pays qui pratiquent la charia, qui ont donc des concepts très différents des nôtres sur l'autorité parentale des enfants. En France et en Europe, globalement, c'est une autorité parentale qui est conjointe. La question de l'autorité parentale, elle renvoie aussi à la question de la résidence des enfants mineurs. Alors, il y a plusieurs possibilités quand les parents se séparent. Soit on fixe une résidence alternée. Alors, je vous ai mis dans le slide qu'en général, c'est une semaine sur 2, mais en réalité, vous pouvez vous organiser comme vous souhaitez, en fonction aussi des agendas professionnels des parents, par exemple des hôtesses de l'air ou des pilotes de ligne qui ont des agendas par quinzaine, donc qui font des résidences alternées par quinzaine ou même au milieu de la semaine, lundi, mardi, alternance le mercredi et qui alternent au milieu de la semaine. Donc, c'est quand même assez sur mesure quand vous êtes dans un cadre amiable. Ensuite, on a aussi le modèle classique de la résidence principale chez l'un des parents avec pour l'autre parent un droit de visite et d'hébergement. Alors, d'un point de vue fiscal, un point intéressant, c'est que si l'un des parents paye une pension dans le cadre d'une résidence alternée,
celle-ci n'est pas imposable aux parents qui la reçoivent, mais elle n'est pas non plus déductible pour celui qui la verse, alors que dans le cas classique d'une résidence principale, par exemple chez la mère et le père qui règle une pension alimentaire et qui a un droit de visite et d'hébergement, dans ce cas de figure-là, la mère devra déclarer ses pensions, mais le père pourra déduire les pensions qu'il verse. Donc c'est vrai qu'on voit bien que le droit de la famille et le droit fiscal, ils sont toujours quand même intimement liés et que nous, on travaille beaucoup nos dossiers conjointement parce qu'on ne peut pas bien conseiller nos clients si on n'a pas cette vision de la famille à la fois fiscale et purement droit de la famille. Juste une petite note aussi pour dire qu'aujourd'hui, le principe de la résidence alternée, il devient vraiment majoritaire, que par exemple en Allemagne, c'est vraiment le principe qui est imposé et qu'à défaut, si on n'est pas d'accord, il y a un autre système qui est mis en place. Il y a même des travaux parlementaires en France très récents qui prônent de mettre aussi en principe la résidence alternée et par exception un autre mode de garde. À titre personnel, je trouve que c'est extrêmement dommageable parce que la résidence alternée est quand même un mode de vie très particulier pour des enfants. Moi, souvent, j'entends quand même des enfants me dire c'est les parents qui divorcent et c'est nous qui faisons nos valises. Donc, je pense que ça montre bien qu'en fait, ce système de mode de garde, moi, je trouve, avec un peu d'expérience et de recul maintenant, qu'il rend un peu les enfants objets parce qu'on se dit que les parents ont droit à un 50-50. Et je trouve qu'à titre personnel, ce n'est pas forcément le mode de garde qui peut être le plus adapté. D'abord parce qu'il faut que les parents s'entendent extrêmement bien et qu'ils vivent vraiment à proximité pour que tout le centre de vie de la famille reste vraiment très proche. Et en plus, ce mode de vie ne s'adapte pas non plus à certains enfants qui ont l'impression d'avoir une résidence, c'est la maison de papa et l'autre, c'est la maison de maman et finalement, on est chez nous ou pas. Donc vraiment, retenez que vous pouvez décider en fonction de l'intérêt de vos enfants et aussi des liens que vous entretenez avec l'autre parent pour fixer le mode de garde le plus adapté. Pour acter l'organisation parentale, l'idée est toujours déjà de procéder amiablement, de se renseigner auprès d'un avocat spécialisé, d'aller voir une médiatrice pour essayer de se concerter pour savoir ce que je vous disais au cas par cas, ce qui est le plus adapté à votre cas de figure. Effectivement, en cas de désaccord, on est malheureusement obligé de saisir le juge aux affaires familiales qui va trancher en fonction de l'intérêt des enfants. Et retenez aussi que on accorde de plus en plus de valeur à la parole de l'enfant et que les enfants peuvent être entendus par le juge aux affaires familiales. En France, globalement, à partir de 10 ans, cette audition est de droit. Et en fonction des États, eh bien, ça va varier. On va entendre un enfant à partir de 12 ans, par exemple en Italie, qu'en Allemagne, de mémoire, c'est un peu effacé dans le slide, je crois qu'on entend les enfants extrêmement jeunes. Mais en tout cas, cette parole de l'enfant, elle a de plus en plus de place pour décider du mode de vie. Et également, je constate aussi que quand vous avez une décision de justice qui dit qu'on fait une résidence alternée et qu'en fait, vous avez un ado à partir de 14-15 ans qui ne souhaite plus rester dans ce cadre, c'est extrêmement difficile de les contraindre. Ensuite, la pension alimentaire des enfants et la prise en charge des frais, c'est un peu la même chose. On essaye de se mettre d'accord sur cette prise en charge. À défaut, on saisit le juge. Absolument tous les pays européens prévoient que les parents ont une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants et qu'ils doivent contribuer à hauteur de leurs moyens. Donc, on va regarder les facultés respectives de chaque parent, c'est-à-dire ses revenus, les besoins des enfants et les adapter. Donc, la seule chose qu'on peut vous conseiller, si vous arrivez à vous mettre d'accord, c'est vraiment de faire homologuer cet accord pour avoir un véritable jugement qui circule en Europe et que, en cas de désaccord, vous allez être obligé de saisir le juge. J'en profite pour voir une seconde et je vous reviens sur l'enlèvement d'enfants qui recouvre deux hypothèses. Et il est beaucoup plus fréquent qu'on croit. L'enlèvement international d'enfants, exemple, deux parents, donc mariés ou pas, peu importe, qui se sont expatriés et l'un décide de rentrer en France sans l'accord de l'autre. Par exemple, j'ai une cliente qui m'appelle à Noël et qui me dit, voilà, on habitait à Bali, j'ai été en déplacement professionnel, je reviens dans notre appartement et là, je vois l'appartement vide, monsieur est parti avec les 3 enfants, s'est installé à Reims, les a scolarisés et prépare la rentrée scolaire au mois de janvier. Ça, c'est interdit. C'est un déplacement illicite d'enfants, donc c'est un enlèvement. C'est-à-dire que
vous ne pouvez pas, sans accord préalable de l'autre parent, fixer le lieu de vie de vos enfants, peu importe que vous soyez marié ou non, et les inscrire dans une nouvelle école. Donc, vous avez des procédures extrêmement rapides qui peuvent être mises en place pour demander le retour de l'enfant et des condamnations très lourdes parce que ça peut aller jusqu'à supprimer tout droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas respecté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et qui a déplacé illicitement les enfants. Vous avez également le cas de la rétention illicite des enfants, qui est le deuxième aspect en fait, de l'enlèvement international d'enfants. Je prends un autre exemple que j'ai eu cette fois au mois de janvier. Monsieur et madame vivent au Canada. Monsieur rentre en France avec les enfants, soi-disant pour les fêtes, y voir sa famille, sans prévenir. Donc, madame laisse évidemment monsieur partir avec les enfants. Et puis, il lui annonce, une fois installé, atterri à Orly, qu'en fait, il a décidé de rester en France et que les enfants allaient être scolarisés et qu'ils ne rentreraient plus au Canada alors qu'ils avaient quitté leurs camarades, l'école, toutes leurs activités en disant on se revoit au mois de janvier, passez de bonnes vacances. Donc ça, c'est un cas de figure qui est la rétention illicite d'enfants, c'est-à-dire qu'on empêche les enfants de repartir dans l'état de leur résidence habituelle et qui est également sanctionné. Donc, retenons que le droit de garde doit vraiment revêtir l'accord des parents et que vous êtes très sévèrement sanctionné par le juge aux affaires familiales si vous commettez un enlèvement international de vos enfants. Et d'ailleurs, même pour des gens qui habiteraient en France et qui diraient qu'ils partent vivre à 300 km et inscrire les enfants dans une autre école, vous seriez tout autant sanctionné. Alors, sur la procédure, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez avoir le replay avec le slide qui explique quel texte est applicable au niveau européen, quelle convention de l'AS s'applique et comment se déroule la procédure. Vous pouvez évidemment recourir à un médiateur si vous vous retrouvez en difficulté et tout de suite contacter un avocat spécialisé en droit international pour agir en justice. Voilà, donc vous avez un récapitulatif des textes avec tout le déroulé précis. Comme on est très timé, je ne reviens pas dessus et je ne vous fais pas de lecture intégrale des textes qui s'appliquent. Un petit conseil pratique, si vous sentez que votre conjoint vous menace d'un enlèvement de vos enfants ou que vous avez le moindre risque, il y a un truc très simple, vous mettez de côté les passeports ou vous faites une déclaration auprès du service de police locale pour solliciter une interdiction de sortie du territoire. Alors en France, c'est une interdiction qui est demandée judiciairement. Il faut vous renseigner dans chaque État pour savoir comment vous pouvez procéder si vous suspectez un risque d'enlèvement imminent. Nous avons tenu notre année. Exactement. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc, je vais laisser Céline souffler. Alors, dans l'ordre, sur les questions fiscales, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur les donations-successions. Alors, c'est vrai qu'on allait un peu vite et je vais pouvoir donner peut-être un exemple pour réexpliquer, revenir un tout petit peu dans les détails. Donc, pour vérifier si vous êtes dans le champ des droits français, est-ce que vous êtes soumis aux droits de donation et de succession en France, il faut regarder le 4B. Comme on l'a vu, l'article 4B du Code général des impôts, il est très très large et il suffit que vous passiez donc l'essentiel de votre temps en France, que vous ayez une activité en France ou l'essentiel de votre patrimoine en France et donc vous serez considéré comme résident. Donc la seule façon d'être protégé, c'est éventuellement qu'il y ait une convention fiscale. Or, il y a assez peu de conventions fiscales en matière de donation. Il y en a un peu plus en matière de succession. Et les cas du coup de double imposition sont quand même assez fréquents. Donc, je vous donne un exemple très concret que j'ai étudié pas plus tard que ce matin pour un client. C'est un couple qui vit en France, ils passent l'essentiel de leur temps en France et ils sont retraités, mais ils ont encore une petite activité professionnelle en France. Donc, clairement, ils vont être dans le champ du 4B au moins pour 2 critères. Et en même temps, ils ont l'essentiel de leur patrimoine et l'essentiel de leurs revenus en Belgique parce qu'ils sont de nationalité belge, d'origine belge, et donc ils ont gardé tout leur patrimoine historique, leur portefeuille, leur bien immobilier en Belgique. Et donc, clairement aussi, au sens du droit interne belge, ils sont résidents de Belgique. Donc là, on se retrouve dans un cas typique de double résidence, donc une résidence à la fois en France et en Belgique au regard du droit interne. Sauf que on a bien une convention fiscale en matière de succession entre la France et la Belgique. Donc, on va regarder les critères conventionnels qui reprennent
ou prou les critères que j'évoquais tout à l'heure, avec donc le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux. Et vraisemblablement, quand on fait leur étude de cas, le centre des intérêts vitaux devrait être situé en Belgique, notamment du fait de l'importance de leur patrimoine en Belgique. Et donc, s'ils venaient à décéder, demain, ils seraient sans doute considérés comme résidents belges pour les besoins de la Convention fiscale belge. Et donc, l'essentiel de leur patrimoine serait taxé en Belgique. Et ça vaut en matière de succession, parce qu'il y a une convention fiscale en matière de succession. En revanche, et ça peut paraître un peu paradoxal, il n'y a pas de convention fiscale entre la France et la Belgique en matière de donation. Ce qui fait que s'ils voulaient anticiper la transmission de leur patrimoine et donner dès à présent des biens à leurs enfants, là, il n'y a pas cette protection de la Convention. Et donc, on reste dans cette situation où ils sont à la fois résidents de France et résidents de Belgique. Et donc, les droits de donation seraient dus à la fois en France et en Belgique. Donc, on a une élimination de la double imposition en matière de succession, mais on ne l'a pas en matière de donation. Voilà. Ça, si ça peut vous éclairer un petit peu plus, d'où l'importance de vraiment bien regarder, si vous partez dans un État étranger, peu importe lequel, que ce soit au sein de l'Union européenne ou ailleurs, est-ce que je suis protégé en matière d'impôt sur le revenu? 99% des cas, ce sera le cas. Mais est-ce que je vais être aussi protégé en matière d'IFI? Est-ce que je vais être protégé en matière de donation? Est-ce que je vais être protégé en matière de succession? Et forcément, votre stratégie patrimoniale ne sera pas organisée de la même façon selon que vous vous déplacez dans un pays qui sera ou non conventionné avec la France. Ça, c'est très, très important. Il y en a beaucoup de personnes, de la même manière que pour le droit de la famille, qui partent à l'étranger pour des raisons professionnelles notamment, sans se poser les bonnes questions sur les impacts que ça va avoir sur leur régime matrimonial, sur leur imposition et leur situation familiale. Voilà, je ne sais pas si on avait d'autres… Oui, une petite question. Alors, la séparation de biens avec société d'acquet, non, ça ne correspond pas du tout à la participation aux acquets. Donc, ça peut faire l'objet d'une consultation, sinon il faut que vous consultiez un notaire pour avoir plus d'explications, mais ce n'est pas le même régime. Alors, j'ai une question aussi, question sur le droit de succession franco-allemand, mais qui s'étend à d'autres situations. En quittant un pays dans lequel on a passé plus de 10 ans, dans lequel on a été domicilié fiscalement selon la Convention internationale, combien de temps le droit sur la succession du pays sur le point d'être quitté prévoit-il encore sur le droit du nouveau pays? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça vaut à peu près dans toutes les situations et ça vaut aussi à peu près pour tous les impôts, que ce soit impôt sur le revenu, succession ou IFI. À partir du moment où vous partez, par principe, vous cessez d'être redevable des impôts dans le pays que vous venez de quitter. Donc, vous avez passé 90 ans en France, vous partez en Suisse, vous allez mourir en Suisse, même si, alors après, si c'est vraiment très très court, il peut y avoir un débat, mais si ce n'est pas abusif, donc je mets de côté les schémas abusifs, vous allez vivre en Suisse, vous mourrez en Suisse un an après, vous allez payer vos impôts, là aussi, sous réserve des conventions et autres, mais vous serez redevable des impôts uniquement dans ce pays. Vous quittez la France, vous n'êtes plus redevable de l'impôt sur le revenu en France, sauf sur vos revenus de source française. Et si vous partez, à partir du premier jour où vous êtes résident de votre nouveau pays, vous êtes redevable à 100% dans ce nouveau pays, sauf à avoir, donc, comme je disais, conservé des attaches ou être encore dans le sens du cadet. Mais si vous vous coupez tout lien avec la France, dès que vous partez, vous êtes détaché des impôts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette exit tax qui a été créée. C'est une façon de vous rattraper un petit peu sur vos plus-values, parce que s'il n'y avait pas eu l'exit tax, à la seconde où vous quittez la France, si vous vendez toutes vos actions, c'est ce que faisaient d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs à une certaine époque, quittaient la France et le lendemain, ils vendaient toutes leurs actions. Et là, ils ne payaient plus d'impôts en France. Donc, sauf exit tax, vous ne payez pas vos impôts en France. Et les seuls régimes, c'est presque l'inverse, c'est pour ceux qui viennent s'installer en France. En fait, pendant les 6 premières années de leur installation en France, ils ne sont pas taxés en France sur les biens qu'ils héritent ou donnés depuis l'étranger. Et ce n'est qu'après 6 ans qu'ils deviennent 100% redevables. Mais ça, je dirais, c'est le inbound, c'est pour ceux qui reviennent en France. En revanche, pour ceux qui partent, normalement, vous êtes débarrassé dès le premier jour. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, je suis résident fiscal au Royaume-Uni, j'ai un bien en France, je voudrais faire une donation-partage pour transmettre ce bien à mes 3 enfants. Et bien là, dans la mesure où c'est un bien français, c'est une convention avec le Royaume-Uni, mais même si c'est une convention, de toute façon, elle devrait prévoir que les biens français restent taxables en France, quel que soit donc votre état de situation donatrice et quel que soit l'état de situation des enfants donataires. Donc là, il faut absolument se rapprocher soit de votre avocat fiscaliste préféré, soit d'un notaire, voire les deux, vraisemblablement pour un bien immobilier,
pour déterminer justement quel va être le coût et quelle est la meilleure façon de. Alors, est-ce que l'on peut prévoir dans la rédaction de son testament dans quel pays on veut être imposé si on a des foyers et des biens dans les deux pays, par exemple en France et en Allemagne? Cela dépend-il également du lieu d'imposition de l'héritier? Alors, on ne peut pas choisir. Alors, ça sera peut-être une réponse en deux temps. En fait, on peut choisir, ça je te passerai la main, peut-être sur la loi qui va s'appliquer à sa succession, notamment sur la règle de dévolution. Ça, je laisserai Céline répondre. En revanche, sur la loi fiscale, c'est censé répondre à un critère objectif, justement, soit des droits internes et ou des conventions fiscales. Et donc, évidemment, ce serait trop facile. Vous ne pouvez pas choisir le régime fiscal ou la fiscalité qui va s'appliquer à vos transmissions. D'où l'intérêt aussi de bien regarder les règles applicables, voir comment on peut l'optimiser. En général, la meilleure façon d'optimiser, c'est d'anticiper. Il ne faut pas attendre la succession, il faut donner, puisque vous savez, il y a les abattements de 100 000 € tous les 15 ans, il y a les mécanismes de démembrement, enfin, il y a tout un tas d'options qui s'offrent à vous pour optimiser et limiter les frottements, mais on ne peut pas choisir. Tout à fait, je n'ai rien à ajouter, c'était parfaitement exhaustif. Alors, ils sont soumis à la déclaration d'impôt en France, même si l'on n'a aucune source de revenus français ni son domicile fiscal en France, selon la convention fiscale entre la France et l'Allemagne, mais quand même un foyer fiscal en France selon le droit interne. Alors, c'est une bonne question. Alors, si je comprends bien, donc, on est résident fiscal français au sens du droit interne, mais on ne l'est pas au sens de la convention. Donc ça, c'est bien important de faire le travail dans les deux temps. C'est-à-dire, on regarde d'abord si on est résident de France, on est aussi résident d'Allemagne, donc il y a un conflit. Et ensuite, on regarde la convention. Si la convention tranche et vous dit que vous êtes résident fiscal allemand, ça veut dire que vous êtes imposé sur une base mondiale en Allemagne et que vous n'aurez plus rien à déclarer en France, quand bien même vous étiez dans le champ du TLD, sauf si vous avez des revenus de source française. Et donc là, vous n'aurez à déclarer en France que ces revenus de source française. Je prends un exemple, par exemple, le revenu immobilier de tout à l'heure. Mais si vous n'avez plus aucun revenu de source française et que vous êtes résident allemand ou un autre État d'ailleurs, au sens de la Convention, vous n'avez plus aucune obligation déclarative. C'est ce que je disais, à partir du moment où vous quittez la France, s'il n'y a plus de lien, vous n'avez plus d'obligation avec la France. Ce qui est un peu différent d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, mais aux États-Unis, ce qui fait vos obligations déclaratives, c'est votre nationalité. Les Américains sont obligés de déposer chaque année une déclaration aux États-Unis, quand bien même ils ne vivent plus, voire même n'ont jamais vécu aux États-Unis, et simplement parce qu'ils ont la nationalité. Ça, en France, ce n'est pas du tout cette règle-là qui s'applique. Si vous n'avez pas soit votre résidence fiscale ou au moins des revenus de source française, même si vous avez la nationalité française, pas d'obligation. Alors, Julien, on vient de me rappeler à l'ordre, on n'a plus qu'une seule question. Et ma dernière question. Voilà. Alors, dernière question, par exemple. C'est toi que je te laisse la choisir. Alors, oui, vous aurez le replay en entier, pas de difficulté pour ceux qui sont arrivés en retard. Ça, la donation italienne, ça recoupe un peu ce qu'on a dit avec l'Allemagne. Et la question la résidence fiscale liée au centre des intérêts économiques, est-ce que ces valeurs mobilières émises à l'étranger et détenues en France sont prises en compte pour constituer la résidence fiscale en France? Alors, en général, ce qui va compter, c'est pas la nationalité des actions, c'est plus vous les détenez. Si vous détenez un important portefeuille de valeurs mobilières en France, quand bien même dans ce portefeuille, vous avez des actions américaines, italiennes, espagnoles ou asiatiques, si votre portefeuille est ouvert auprès d'une banque française, ce sera considéré comme un actif français et donc ça viendra appuyer l'existence d'un centre des intérêts économiques en France. Pour ça, ça me permet de faire une conclusion un peu plus générale. C'est vrai que quand les contribuables viennent nous voir et ont un projet de transférer leur résidence fiscale à l'étranger, c'est vrai que le critère du centre des intérêts économiques, c'est souvent celui-là qui va être déterminant pour trancher. Et donc, si on veut démontrer que ce centre des intérêts économiques est situé dans ce nouveau pays de résidence, il va falloir lâcher un maximum de choses côté français, c'est-à-dire transférer vos comptes bancaires, transférer vos placements, alléger votre patrimoine immobilier en France, transférer du revenu, transférer du temps passé. Enfin voilà, je vois souvent ça comme une balance, et il faut que la balance pèse le maximum vers votre nouvel état de résidence. Donc, il va falloir faire ce transfert du centre des intérêts. Merci Julien. Voilà, merci à vous et merci Céline. Merci d'avoir suivi cette conférence et donc vous allez recevoir le replay. Merci pour vos questions et pour votre participation. Merci, à bientôt.